Un nouvel ouvrage vient de voir le jour dans l'univers de la lecture en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'ouvrage Pollution de l'information, fake news et journalisme dans le monde et en République démocratique du Congo. L'auteur est Patient Ligodi, directeur général de Actualité.cd, correspondant de RFI, mais également auteur, chercheur en communication, que j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau et à qui je dis bonjour et bienvenue. Merci surtout de nous accorder, de nous faire cet honneur. Ça nous rend fiers. Alors, j'aimerais qu'on puisse parler de ce merveilleux ouvrage que j'ai eu à lire en partie, mais j'ai voulu justement vous inviter en tant qu'auteur pour en savoir un peu plus et nous permettre de pouvoir encerner justement la quintessence. D'abord, quelle est la motivation? Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre? Alors, il faut dire que je suis journaliste à la base et je suis aussi enseignant et je vois dans le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, l'information journalistique n'est plus la seule à trôner aujourd'hui dans l'espace public. Aujourd'hui, l'espace public est tout aussi fourni en information par les journalistes, mais aussi par d'autres canaux, avec notamment les booms du numérique, les booms de la téléphonie mobile. Aujourd'hui, tout le monde a la capacité de pouvoir émettre de contenu. Et dans ces personnes-là, on trouve des personnes évidemment avec de la bonne foi, mais aussi beaucoup d'autres personnes qui utilisent les communications comme, on va dire, les moyens pour s'attaquer à X ou à Y sur des terrains qui peuvent être des terrains sanitaires, des terrains politiques ou encore les terrains militaires. Donc dans ce bouquin, le travail qui est fait, c'est de pouvoir nous dire, attention, de la qualité de notre démocratie dépendra également de la qualité du débat public que nous avons dans notre pays. Et ce débat public n'est pas que nourri par les productions journalistiques qui sont, il faut le dire, filtrées, qui sont traitées. Parce qu'un journaliste prend l'information, collecte l'information, traite. Et on va dire, il y a une filière qui permet notamment d'avoir à la fin une information plus ou moins traité. Alors que sur le terrain du numérique particulièrement, vous retrouvez tout et n'importe quoi et certaines personnes peuvent prendre des décisions à partir du contenu qui ne sont pas forcément du contenu potable, d'où le concept de la pollution. Alors aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, on sent qu'il y a une certaine liberté dont jouissent les internautes. C'est-à-dire, comme vous venez de dire, toute personne a la liberté de pouvoir informer. En quoi est-ce que cela peut constituer un danger? Alors, comme je disais tantôt, prenez l'exemple de notre pays. Nous avons 3 terreaux, je l'explique dans le bouquin. Terreaux où on peut voir comment se manifeste notamment la désinformation. Nous avons les terreaux sanitaires, nous avons les terreaux politiques et nous avons également les terreaux militaires. Quand je parle de ces terreaux, je vois par exemple, vous savez que notre pays, nous avons actuellement 3 épidémies qui sont actives. On a l'épidémie de monkeypox, on a l'épidémie de choléra à certains endroits, mais également l'épidémie de rougeole. Et malheureusement, ces épidémies-là ne peuvent pas se combattre uniquement par des moyens médicaux, mais il y a aussi toute l'éducation, toutes les instructions des autorités politiques et sanitaires qui s'en suivent. Et il y a malheureusement également beaucoup de rumeurs qui accompagnent notamment la propagation de ces épidémies. C'est comme ça qu'on parle notamment de l'infodémie. Donc vous avez des rumeurs qui ne permettent pas notamment aux populations qui sont, on va dire, qui devraient être bénéficiaires de la réponse de l'État et des organisations pour lutter contre ces épidémies. Vous avez tout ce problème-là et le travail à faire, c'est d'intégrer que les réseaux sociaux, WhatsApp et tous les autres ne permettent pas forcément la circulation de la bonne info, mais constituent également des bastions de résistance pour des personnes qui peuvent considérer qu'il ne faut pas peut-être avoir la vaccination, ainsi de suite. Deuxième chose, vous avez les terreaux politiques, où vous avez, on l'a vu pendant la période des élections, il n'y avait pas que l'information journalistique qui était au top. On avait également toute la communication politique autour de la campagne électorale, et cette communication politique n'était
pas que nourri par des bonnes intentions. Vous avez des fake news qui ont été distillées, vous avez également des discours de haine qui étaient distillés. On en a vécu autant pendant la période électorale. Et dans le but justement de pouvoir désorienter ou diaboliser ou encore faire en sorte que les gens... Désorienter l'opinion. L'opinion, et faire en sorte que les votes soient favorables à ceux qui distillent, et ainsi de suite. Et puis vous avez également les terreaux militaires. Quand je parle de terreaux militaires, vous savez que notre pays, la RDC, est en guerre contre le Rwanda. Et c'est une sorte de guerre qu'on appelle une guerre hybride. Alors la guerre hybride, c'est cette guerre qui ne se mène pas simplement avec des troupes au sol ou encore avec de l'artillerie militaire. Vous avez une guerre hybride, c'est en même temps l'utilisation de la guerre économique, l'utilisation de des cyberattaques, l'utilisation également de ce qu'on peut appeler la désinformation dans les buts de délégitimer l'adversaire en face, de pouvoir également, on va dire, déstructurer les populations pour faire avancer, on va dire, les combats militaires. Alors j'aimerais qu'on entre vraiment dans l'esprit du livre en partant de la définition des concepts. Vous parlez de la pollution de l'information, fake news et journalisme dans le monde et en République démocratique du Congo. Pollution de l'information, fake news, qu'en est-il? Alors, la pollution de l'information, j'ai fait exprès de prendre l'expression ou encore les concepts pollution dans la mesure où c'est exactement comme dans les domaines de l'environnement. Vous savez, nous avons l'air qui peut être pollué notamment par des particules, par notamment certaines choses qui ne sont pas meilleures pour la consommation ou la vie même de l'être humain. C'est pareil avec notamment l'information. Comme je disais tantôt, on n'avait que les 20 heures de la télévision nationale pour avoir l'information, on avait que la radio, la télévision et la presse écrite pour avoir l'information. Mais maintenant, il n'y a pas que ces canaux-là. Maintenant, vous avez également d'autres canaux qui amènent également du contenu. Les nouvelles technologies de l'information. Exactement, du contenu informatif qui ne sont pas toujours des contenus qui sont produits dans l'intention de pouvoir éclairer les débats publics. Et moi, mon travail dans ce bouquin, c'est de dire, de nous poser la question en tant que média, en tant que journaliste, mais également en tant que, on va dire, personne citoyen, c'est de se dire quel type de débat public nous avons, quelles sont les différentes interférences que nous avons avec des acteurs malveillants et des acteurs qui sont dans la désinformation, mais aussi quel peut être le rôle du journalisme dans la lutte contre la désinformation. Quel est le rôle du journaliste? Alors, le rôle social du journaliste est simple. Dans la lutte contre l'information, c'est de cela que je parle. Oui, exact. Dans la société, déjà, on dit que le journaliste est celui qui collecte, qui traite l'information et la rend publique. Maintenant, tout est dans le traitement. Déjà que la définition de l'information, c'est fait socialement significatif que le journaliste rapporte après avoir donné une forme. Mais c'est dans les socialement significatifs qu'intervient maintenant l'importance du journalisme. C'est-à-dire quel type d'information je traite pour quel objectif. C'est quoi l'essence, c'est quoi l'intérêt du grand nombre, l'intérêt du public quand je rends public ces types d'informations, quand je traite ou je désigne tel type d'information pour le traitement. Alors, le rôle du journaliste, notamment dans la lutte contre la désinformation, c'est déjà d'arriver à relégitimer les vrais débats. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous voyez les militaires... En produisant des textes responsables. En allant au-delà de ce que les communs mortels peuvent avoir. Par exemple, s'il y a aujourd'hui un accident de circulation à Kimwenza, avant que le journaliste ne puisse se déplacer vers là, vous aurez peut-être déjà certaines photos ou certaines vidéos qui vont circuler sur la toile. Est-ce que le rôle et même des fausses photos aussi. Exactement. Est-ce que le rôle du journaliste, c'est juste de reprendre cette photo-là et de mettre sur les réseaux et de faire un article là-dessus? Non. Aujourd'hui, avec la prolifération notamment des canaux, mais aussi de contenu informatif sur les réseaux, il faut aller au-delà en proposant de la perspective, en proposant de la prospective, en proposant de la plus-value, en proposant également, on va dire, des éléments qui permettront une mise en contexte et une mise en perspective du contenu informatique. Alors, monsieur le DG, je me rends compte de la richesse de ce livre. 253 pages. Ça signifie que c'était un travail de longue haleine. Félicitations, parce que vous avez pu mettre à disposition de la Bibliothèque congolaise un ouvrage formidable. Mais quelles en sont les grandes lignes? Quelles en sont les grands? Qu'est-ce qu'on peut retenir?
Alors, il y a une structuration qui part normalement de tout ce qui a comme compréhension des concepts, puisque l'idée de produire ces bouquins, c'est aussi ces étudiants qui viennent me voir quand ils élaborent leur mémoire pour dire on n'a pas assez de la documentation dans notre pays, comment on fait pour notamment faire des recherches là-dessus. Donc l'idée pour moi au départ c'était de leur apporter, on va dire, ces bagages conceptuels qui permettra de pouvoir désigner les choses clairement. Qu'est-ce qu'on appelle désinformation, qu'est-ce qu'on appelle mésinformation, qu'est-ce qu'on appelle malinformation, qu'est-ce qu'on appelle réinformation. Oui. C'est tous ces concepts-là que je mets ensemble dans le premier chapitre ou la première partie. Alors vous avez également toute la partie manifestation de la désinformation dans le monde. On peut déjà afficher, hein, on peut montrer l'affiche. Je demande à la régie de nous montrer l'affiche pendant que l'auteur parle. Oui, donc on a les manifestations de la désinformation dans le monde, aux États-Unis, en France, en Europe et ainsi de suite, pour voir comment ces phénomènes se manifestent et quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour combattre ces phénomènes. Et puis on a ce qu'on appelle l'expérience congolaise, notamment avec cette enquête qui a été réalisée dans les rédactions de Kinshasa pour démontrer comment les journalistes, donc les rédacteurs en chef, appréhendent la question de la désinformation, la question de fake news, comment sont traitées les fake news dans les rédactions quinoises et comment on devrait améliorer justement cette appréhension pour mieux apporter de solutions. Et autre chose qui est dit dans le bouquin, c'est en fait les rôles et la responsabilité des plateformes numériques. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que Facebook, Twitter, YouTube, Google et consorts ont une grande responsabilité en tant que, on va dire, infomédiaires. Les infomédiaires sont des intermédiaires de l'information entre les médias et le public aujourd'hui. Un livre riche en concepts alors. Hein? Ben oui, mais c'est le petit travail qu'on a essayé de faire. Parce que hier, il n'y avait qu'à allumer sa télé ou son poste récepteur pour avoir l'info. Mais aujourd'hui, le premier réflexe, en tout cas pour ceux qui sont dans les grands centres urbains, c'est d'aller voir sur les réseaux sociaux, c'est d'aller voir les sites internet. Via son téléphone. Donc c'est ce qu'on appelle les infomédiaires. Quels sont les rôles de ces infomédiaires dans la prolifération de fake news et comment on peut les faire intervenir. Alors après on avance sur notamment les concepts liés, ou on va dire la partie liée aux solutions. Quelles sont les solutions qui sont mises en œuvre dans le monde et comment nous pouvons nous également nous adapter pour... On va en arriver, avant de parler de vos recommandations, les solutions que vous suggérez, à la fois au monde scientifique qui informe, qui enseigne sur l'information, mais également à l'État, parce que la question de la désinformation doit constituer une préoccupation pour un État qui se veut ambitieux. Alors, vous parlez dans la page 9, vous dites le phénomène social de fake news empoisonne nos existences. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? À plusieurs titres. Hein. J'ai parlé notamment du terreau sanitaire ici. Si une population doit recevoir de la vaccination pour être sauvée contre une maladie et qu'il y a une désinformation qui est faite par exemple, une société pharmaceutique qui est contre, par exemple, on va dire, un vaccin qui a été choisi par un pays, vous exposez cette population notamment à des risques liés à la santé. On a l'exemple, je parlais de monkeypox aujourd'hui qui tue au Congo, on a l'exemple de la rougeole, on a l'exemple également de choléra dans ce pays. Donc il faut, en fait, les fake news tuent. Les fake news ne font pas qu'on va dire... Les fake news tuent. Mais oui, mais puisque si, on l'a vu pendant la période de Covid, certaines personnes ont fait des mélanges assez compliqués pour, entre guillemets, dire que ça pouvait guérir de Covid. Voilà. Et vous avez eu des familles entières qui sont... Des solutions traditionnelles. Exactement. Et vous avez des cas de décès qui ont été répertoriés. Oui. Je parle également sur le terrain militaire. Quand vous envoyez une désinformation en disant, par exemple, pour une population qui se trouve dans l'est de la RDC, qu'attention, les rebelles sont à telle place plutôt qu'à telle autre, ainsi de suite, vous les mettez dans une situation où ils doivent fuir, où ils doivent rester, ainsi de suite, et ça peut permettre notamment à la population de pouvoir se retrouver dans une situation de danger. Sur le terrain politique, on l'a vu, ça peut permettre également à la population de faire des choix qui ne sont pas bons et qui peuvent avoir des conséquences politiques et humaines plus tard dans la société. Et je voudrais vous poser la question, vous avez certainement la réponse, j'aimerais que vous puissiez répondre à cette question parce que je vois un point d'interrogation.
l'expérience congolaise des fake news est-elle mieux illustrée par certains acteurs sociaux? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous regardez par exemple sur le plan politique, ce qu'on appelle les brigades numériques qu'on a, les milices numériques qu'on a sur les réseaux sociaux. On a vu pendant la période de la campagne électorale, par exemple, certains candidats être considérés comme, présentés par exemple comme étant des étrangers. Hein? Ces types de discours ne permettent pas notamment de à une démocratie comme la nôtre de pouvoir prospérer. On a vu certaines personnes être considérées comme étant... Ça met en mal la cohésion nationale. Non seulement la cohésion nationale, en même temps, on n'apporte pas des éléments qui étayent les affirmations. Hein? Comme on le dit dans le bouquin, chacun a droit à son opinion, mais on ne peut pas dire que chacun a droit à ses faits. Les faits sont, on va dire, des éléments qui doivent nous mettre d'accord. C'est-à-dire quand vous accusez, vous devez apporter notamment des faits qui prouvent ce que vous êtes en train de dire. On a vu certains candidats être accusés, notamment de faire la promotion de l'homosexualité dans notre pays, en tordant les discours du départ. Donc on est dans la désinformation. Et ça, quand vous faites un travail sur les réseaux sociaux, vous allez... Bon, comme on l'a démontré dans le bouquin, vous allez démontrer vous pouvez voir une sorte de cartographie de ces acteurs, des acteurs micro-influents qui sont dans les milices numériques, qui propulsent un certain nombre de contenus, et ces contenus-là rentrent dans ce qu'on appelle dans les réseaux sociaux les trends, donc les tendances, et que ça crée les débats. Au lieu que le débat puisse être sur où est-ce qu'on va trouver de l'eau potable, comment est-ce qu'on va avoir de l'électricité, comment combattre les groupes armés, on va entrer dans un débat qui ne permet pas notamment de rentrer dans les fonds de problèmes des Congolais. Mais quel est le lien qui peut exister d'après vous entre la liberté d'expression et la lutte contre l'information? Comment vous pouvez lier les deux concepts? La liberté... La lutte contre la désinformation. Oui, oui. Déjà, on peut aller dans un sens beaucoup plus large quand on parle de la liberté de la presse, parce que beaucoup pourront se réfugier derrière la liberté de la presse, puisque la liberté d'expression, la liberté de la presse est une composante de la liberté d'expression. On dit que la liberté de la presse, c'est le droit du journaliste, les droits que le journaliste a, de pouvoir aller chercher l'information, traiter l'information sans être inquiété. C'est encadré. Mais la liberté de la presse, c'est aussi les droits du public à une information plurielle, diversifiée et exacte. C'est-à-dire que quand on prend la responsabilité de pouvoir parler, de dire, de partager un certain nombre de choses, on doit juste se dire qu'on a évidemment la liberté de la parole, mais on a également le droit du public à une information. Je donne un exemple. Un journaliste qui relaie une fausse info et qui est interpellé par l'État, oui, parce qu'il a relayé une fausse information. À quel niveau se situe la faute qu'on peut incomber à l'État? Et c'est à plusieurs niveaux. On a sous le plan, notre pays criminalise les fake news. C'est-à-dire la propagation de fake news dans notre pays est pénalisée. Vous pouvez faire même jusqu'à 5 ans d'emprisonnement si vous distillez de manière intentionnelle de fake news. De manière intentionnelle. Intentionnelle. Et ça, c'est dit, que ce soit les codes du numérique, que ce soit la loi sur la liberté de la presse, qui sont toutes deux reliées au code pénal. Et puis, vous avez également, à part les niveaux de la pénalisation, vous avez les niveaux de la régulation. La régulation, c'est, par exemple, au niveau du CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui a le devoir de pouvoir réguler le contenu des médias dans notre pays. C'est-à-dire que quand le CESAC se rend compte que le contenu que vous avez proposé est un contenu qui est intentionnellement faux ou fabriqué, falsifié, le CESAC a la possibilité, par exemple, de vous interdire de passage à l'antenne. Troisième niveau, vous avez le niveau de l'autorégulation, c'est-à-dire des entités comme, par exemple, l'Union nationale de la presse du Congo. L'UNPC a la possibilité de pouvoir, par le canal de ce qu'on appelle les tribunaux de pairs, de dire on vous retire votre carte de presse, donc vous ne pouvez pas travailler ou on peut même vous suspendre au sein de votre corporation. Et puis vous avez également les niveaux, on va dire, de l'éducation aux médias où on doit simplement faire de la pédagogie. Mais au niveau également de plateformes numériques comme Facebook, comme Twitter, comme les autres, par exemple, on a vu que Facebook peut
suspendre quelqu'un sur sa plateforme parce que la personne a distillé de la désinformation. Facebook peut limiter votre audience, Oui. parce que vous avez également diffusé de la désinformation. Alors, à qui est-ce que le livre est destiné? Parce que, à vous entendre parler, on sent une maîtrise formidable des contours. Mais à qui est destiné ce livre? Et, visiblement, on voit que ça peut même inspirer les autorités. À plusieurs titres. Un, c'est d'abord pour les chercheurs en communication, puisqu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas aborder la question de l'information journalistique sans tenir compte du fait qu'aujourd'hui, vous avez les plateformes numériques qui sont, on va dire, la source de la première audience que nos médias ont aujourd'hui. Ça, c'est la première des choses. Très bien. La deuxième chose, c'est tous les journalistes aujourd'hui qui doivent se rendre compte que le fact-checking fait partie aujourd'hui de ce qu'on peut considérer comme panoplie des genres journalistiques. Vous ne pouvez pas simplement vous limiter à faire du reportage ou encore de l'enquête. Il y a aussi une autre possibilité, c'est ce qu'on appelle le fact-checking. Le livre est également destiné à la régulation, c'est-à-dire à ceux qui font au niveau du CESAC, ceux qui voudront notamment s'intéresser à ce que font les autres à l'étranger pour adapter les principes de régulation dans notre pays liés aux fake news. Ils auront également de la matière, mais aussi ceux qui sont dans la promotion de la santé pour faire notamment la lutte contre la désinformation sanitaire, ils trouveront leur compte. Bref, c'est un travail qui est présenté de manière à faire que l'on améliore la qualité de notre débat public, puisque si l'on n'arrive pas à améliorer la qualité une contribution, du débat public, on ne pourra une riche pas, contribution, hein. On ne pourra pas arriver à avoir un débat qui permette à la population, à notre société d'avancer. Alors, je voudrais vous recommander, hein, madame, messieurs, vous qui nous suivez, de pouvoir vous en imprégner, vous procurer justement de ce livre formidable, Pollution de l'information, fake news et journalisme dans le monde et en République démocratique du Congo. Alors qu'on est en train de chuter déjà, j'ai vu une belle phrase ici. La place du journaliste dès lors est de jouer le rôle de médiateur entre les événements du monde et le public. Il ne se limite pas à relayer des faits bruts, mais les confronte. Ouais. Les confronte. C'est là où ça m'étique, les confronte. Parce qu'il y a des journalistes qui ne confrontent pas des sources aujourd'hui. En fait, l'ouvrage, c'est surtout une interpellation pour nous autres journalistes. Comme je dis, ce n'est pas parce que vous avez vu qu'on a tué et quelqu'un on l'a retrouvé encore, que vous allez automatiquement reprendre le narratif qui entoure le cadavre qui a été trouvé. Il y a un travail sérieux à faire. D'où également... Parce qu'il y a risque que vous reliez aussi des anciennes photos, des anciennes images. Oui, oui. Aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement que la désinformation tourne plus rapidement que l'information. C'est-à-dire, si vous relayez une désinformation, pour vous rattraper, ça va être très compliqué puisque vous n'avez pas toujours, comme on dit, on ne se baigne pas dans la même rivière deux fois. C'est la même chose. Vous n'avez pas toujours le même public maintenant que demain. C'est-à-dire, si vous faites une désinformation maintenant, quand vous viendrez avec un rectificatif, ce n'est pas évident que ce sera le même public auquel vous serez soumis, ainsi de suite. Donc, bref, le travail à faire, c'est une remise en question et également la possibilité de nous capaciter, de savoir quels sont les outils qui sont actuellement disponibles, comment on peut les adapter au contexte congolais pour améliorer la qualité Quelles sont vos recommandations aux autorités qui nous suivent en termes de solutions par rapport à l'approche abordée, mise en valeur à travers cette œuvre d'esprit? À plusieurs niveaux. Premier niveau, comme je dis, on a criminalisé la désinformation dans notre pays. La criminalisation de la désinformation ne suffit pas. Il faut que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication puisse être assez outillé pour faire ce travail de régulation de contenu médiatique. Troisième chose, c'est au niveau des instances d'autorégulation. Il faut que l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo, puisse retrouver sa place pour faire ce travail de tribunal de pairs au sein de la corporation journalistique. Il faut aussi faire ce qu'on appelle de la co-régulation
collaboration avec les organisations professionnelles des médias. Par exemple, l'association des médias d'information en ligne qui peut être mise en contribution dans les stratégies globales de lutte contre la désinformation. Il y a également ce qu'on appelle la régulation à l'international qui fera en sorte que nous autres Congolais, nous puissions travailler notamment avec des organisations qui existent dans le monde et en Afrique pour mettre ensemble nos moyens pour lutter contre la désinformation parce que seuls vous ne pourrez pas. Aujourd'hui, les plateformes numériques sont très très puissantes, parfois plus puissantes que certains pays. On a notamment le fait que si vous mettez une désinformation en Chiluba sur les réseaux sociaux, les algorithmes de Facebook ne pourront malheureusement pas déterminer que c'est une fake news. Maintenant, le travail, c'est comment on met ces ponts entre, par exemple, le Congo et ces plateformes numériques pour trouver des mécanismes qui permettront même de lutter contre la désinformation qui se ferait dans d'autres langues que le français ou l'anglais. Après, il y a aussi ce travail qui doit être fait au niveau de nos familles, le travail de l'éducation aux médias et au numérique pour savoir quand vous retrouvez tel élément sur les réseaux sociaux, le premier réflexe ne doit pas être de relayer, mais de développer à nous des capacités qui nous permettront de pouvoir aller au-delà. Je vais terminer par un élément. Il y a ce qu'on appelle les biais cognitifs que nous avons, nous, les humains, qui sont des prédispositions qui nous permettent de réagir rapidement à des informations que nous recevons de l'intérieur. Mais ces biais-là peuvent être des biais cognitifs qui nous mettent dans une sorte de piège. Par exemple, on est plus enclin à consommer une information qui viendrait de la personne qui pense de la même manière que nous. Voilà. Conséquence, les réseaux sociaux utilisent ces biais cognitifs avec leurs algorithmes pour que quand vous allez sur TikTok, vous aurez que le même type de contenu que vous réclamez toujours. Et ça vous crée des bulles informationnelles. Ces bulles informationnelles feront en sorte que vous ne serez confrontés que aux personnes qui pensent comme vous, aux personnes qui ont les mêmes opinions que vous, et ça permet d'avoir une société qui est polarisée. Et le travail à faire, c'est de nous rendre conscients de ces biais cognitifs que nous avons, de nous rendre également conscients de la logique des algorithmes de plateformes numériques, pour que l'on sache que ce que nous recevons sur les plateformes numériques, ce n'est pas innocent et l'on doit ses capacités pour aller au-delà. Alors, l'auteur de ce livre, c'est Patient Ligodi, un éminent journaliste de notre pays, la République démocratique du Congo. Le livre est préfacé par qui et il est à retrouver où? Alors, le livre est préfacé par le professeur Achille Bunjoko, qui est responsable de l'unité de recherche 34 à l'UPN, l'université pédagogique nationale à Kinshasa, et postfacé par le professeur Ribio Nzeza, qui est professeur à l'UCC, mais aussi responsable du département culture à l'université d'Alexandrie, à l'université Senghor d'Alexandrie en Égypte. Et le bouquin est également disponible à Kinshasa. Oui. Le premier lot est terminé. Le deuxième lot, l'éditeur a promis d'envoyer à Kinshasa. À des prix abordables. Bah oui, à $30 dès la semaine prochaine à Kinshasa. Merci beaucoup, madame, messieurs, de nous avoir suivis. Merci surtout à vous, Patient Ligodi, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur général de l'actualité.cd, mais également correspondant de Radio France Internationale. Vous êtes aussi un scientifique, donc assistant à l'Institut facultaire des sciences de l'information. Je pense que désormais, l'appellation, c'est UNISIC. Voilà. L'Université des sciences de l'information et de la communication. Voilà qui me fait à cette émission, madame, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi.